Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, bonjour à vous tous, bonjour à tous. Sinon, il faut aussi dire bonsoir parce que cela dépend de votre position sur la planète, bien évidemment. Bienvenue à ce rendez-vous de la Cour commune aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons encore un sujet qui parle de l'avenir de notre société, la place des droits de l'enfant, oui, au sein du foyer comme pilier d'une éducation réussie. C'est cela sur la question sur ce plateau avec André Lichonou qui est déjà là. André, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs, J'espère que vous avez une idée téléspectatrices. de la thématique à développer. Ah oui, ah oui. Je pense que c'est d'actualité. Nous allons nous atteler à éclairer un tant soit peu la lanterne des téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'être là, André Alikhounou. En face de vous, aujourd'hui, c'est Fulgence Arwangonou. Il est un coach scolaire aussi, qui travaille également pour le maintien de l'équilibre au sein d'un foyer. Fulgence Arwangonou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, le plaisir est partagé. Nous savons que vous êtes aussi très nombreux, oui, à prendre le rendez-vous de cette émission. Aujourd'hui, la Cour commune, comme je vous le disais à l'instant, oui, elle va nous rejoindre certainement sur ce plateau, Aurore Dosuyovo, coach en développement personnel et leadership à l'avenir, pour parler de cette thématique avec nous, l'enfant dans le foyer, le droit, sinon des devoirs, mais aussi des droits. Nous allons en discuter sur ce plateau. Alors, André Alikhounou, nous allons démarrer par vous sur ce plateau. Aujourd'hui, on veut parler, oui, des devoirs de l'enfant dans le foyer, mais aussi des droits. Alors, dans le premier temps, on veut, avec vous aujourd'hui, comment reconnaître que l'enfant dans le foyer, en dehors de ces devoirs qui sont obligatoires, il a aussi quelques droits. Il a aussi des droits qui font partie de ses besoins aussi. Oui, déjà, avant même de parler des droits et des devoirs de l'enfant au sein de sa famille, parlons même de enfant. Enfant, qu'est-ce que c'est? C'est un être vivant immature. C'est un être en développement. C'est une personne à part entière et qui possède toutes les qualités, j'ai envie de dire, humaines. Et ça, il faut partir de là. Je serais tenté de dire certaines définitions théoriques qui rentrent dans la conception de c'est quelqu'un à la place de qui on parle, etc. Mais je voudrais qu'on retienne que c'est une personne à part entière, quel que soit l'âge, qui possède toutes les qualités humaines, donc qui fait partie d'un ensemble. Et donc, enfant, c'est que il est en plein développement. Il est en pleine croissance. Et donc, cet enfant, il va faire partie d'un ensemble, donc, dans une famille. Et faire partie d'un ensemble, c'est composer avec l'ensemble. C'est interagir avec les membres de cette famille. C'est-à-dire quoi? Il aura à faire des choses. Il aura donc à offrir et aussi apprendre. C'est de là qu'on parle de droits et de devoirs. Il a des responsabilités qu'il doit remplir vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis aussi de certains membres de sa famille, de son ton. Oui, l'enfant, pour que la famille, pour le dynamisme familial ou communautaire même, pour qu'il y ait interaction, que lui-même puisse apprendre, il doit interagir. Et c'est dans son interaction qu'il est appelé pour sa propre éducation, pour son propre apprentissage, à faire certaines choses qu'on va appeler devoirs pour pouvoir quand même apprendre à vivre, à rester dans ce monde, mais aussi il doit apprendre les règles de la vie. Il doit apprendre les règles qui régissent la communauté, qui régissent les interactions et tout le reste. Et c'est là qu'on va parler de ses droits. Et là, il faut que des gens soient là pour le lui enseigner, pour le lui apprendre. Donc, voilà un peu comment je peux essayer de situer le contexte pour moi. Merci beaucoup à vous, Fulgence Awangonou. Nous allons nous adresser à vous à présent sur cette thématique que nous développons aujourd'hui pour le futur justement de notre société. Enfant, André d'abord s'est donné le temps d'expliquer qui c'est. Est-ce que vous avez la même perception que André Alikhounou?
Oui, ce que M. André Alihono a dit est juste. Il faut reconnaître que l'enfant, c'est quelqu'un qui est dans un processus de socialisation, qui n'a pas fini son processus de socialisation. Donc, il a un apprentissage, pour être simple, de la vie. À partir de ce moment, il ne peut le faire que dans un environnement familial qui est le meilleur terreau pour faire éclore cette graine qu'un enfant, si on peut se justifier comme ça. Et naturellement, dans ce processus de socialisation, il a des devoirs, il a des droits. Tout ça lui permet de finir ce processus et de devenir un homme grand H. Donc voilà tout ce que je vais ajouter. Monsieur André a dit juste. Il a dit juste. Alors, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous l'annonçais que Aurore Dosiovo va nous rejoindre sur ce plateau. Elle est là déjà. Aurore Dosiovo, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. Merci de répondre. Présente aussi. Oh, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'avenir de notre société. On parle aujourd'hui de l'enfant, ses droits, ses devoirs au sein du foyer pour le développement, pour son éducation. J'allais dire une éducation réussie, bien évidemment. Oui, tout à l'heure, André a défini un peu ce que c'est que enfant. Une perception de André que partage Fulgence avant sur ce plateau. Vous, mais naturellement, est-ce que l'enfant, pour vous, qu'on peut retenir, il faut le catégoriser, le mettre à part, lui créer une classe à part au sein du foyer, le mettre hors, aller le voir de temps en temps. Sinon, vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous quand on parle de l'enfant? Quand on parle de l'enfant, on retient que l'enfant, c'est un homme en miniature qui apprend au milieu de l'environnement qu'est la famille à grandir, à retenir comment déjà vivre en communauté. Parce que ça commence déjà par les membres de la famille, à interagir avec ses parents et au milieu de ses parents, on lui apprend, par exemple, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, parce que les enfants vraiment aiment beaucoup s'attarder sur leurs droits et oublient souvent quel est leur devoir. C'est comme, par exemple, les enfants le matin, ils sont plus faciles, c'est plus facile à un enfant de venir réclamer son petit déjeuner que de savoir qu'il faut faire un travail domestique le matin, de se réveiller tôt pour le faire avant d'aller à l'école. Donc, c'est pas souvent un réflexe pour les enfants. Donc, c'est avec les parents qu'on arrive à leur rappeler, quelquefois, à les contraindre même à leurs devoirs domestiques, parce que c'est à l'enfance qu'il faut apprendre déjà à travailler. Ce n'est pas quand on devient grand. On ne naît pas avec le désir de travailler. Et ce n'est que les parents qui, quand même, dans leur exercice de leur autorité sur l'enfant, apprennent déjà à l'enfant comment déjà maintenir son environnement propre. Parce que ça, c'est le devoir du parent vis-à-vis de l'enfant. Comment pouvoir interagir par rapport dans son vis-à-vis avec son frère ou avec ses sœurs, comment pouvoir canaliser son énergie pour pouvoir manifester de l'amour et ne pas agir contrairement à la société, parce qu'il y a des enfants qui sont, par exemple, qui ont perdu un membre de la famille, soit leur père ou soit leur mère tôt, et ça agit sur leur comportement une fois qu'ils deviennent grands et qu'ils rentrent dans un foyer. Et c'est alors on voit des messieurs qui disent, voilà, c'est mon père qui m'a éduqué, mon père a été très dur. Et ça fait que finalement, cet homme finit par être très dur à la fin, parce qu'il n'a pas eu les deux, parce qu'avec le père et la mère ensemble, soit le père est dur, la mère est un peu moins dure, soit c'est la mère et puis le père est un peu tendre. Et ça amène l'enfant quand même à être un être humain équilibré. Merci beaucoup. À vous pour cette première prise de parole tout autour de ce plateau ici. Aujourd'hui, nous allons tenter d'entrer dans le vif du sujet à débattre aujourd'hui des devoirs, mais aussi des droits. Nous savons tous, de façon collective, si je peux m'exprimer en ces termes, que les droits sont là. André a cité tout à l'heure, en tout cas, Aurore a cité tout à l'heure un exemple, oui, c'est qu'il va réclamer son argent, son petit déjeuner le matin et tout, et bien d'autres on reconnaît justement. Mais des devoirs également, il faut travailler à ce que l'enfant reconnaisse qu'il en a également. Nous voulons sur ce plateau développer un peu le sens où les parents doivent reconnaître que en dehors justement de ces devoirs, l'enfant a également des droits au sein de la famille. Comment reconnaître justement ces droits pour un enfant, pour son éducation, essayer de travailler à canaliser ces deux aspects, droits et devoirs, pour une éducation réussie. C'est de ça il est question, pour contextualiser un peu. Voilà le sujet ici sur ce plateau. André Alihono, je reviens à vous tout de suite là pour parler pour revenir à vous. Oui, quand on parle justement des droits et devoirs de l'enfant, en un premier temps, comment faut-il travailler à faire la part des choses entre ces deux expressions? Merci beaucoup. C'est là que souvent nous adultes on pêche.
à mélanger les terminologies, à confondre les rôles, à confondre les espaces. On emmène l'enfant dans un contexte dans lequel il ne se retrouve pas. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que l'enfance est une période où vous n'aimez pas le faux. Et quand ça ne vous correspond pas d'une manière ou d'une autre, vous revendiquez le bon, le vrai, pour vous. Malheureusement, là encore, on est heurté à la violence, à l'ignorance des adultes qui nous inhibent ou qui nous tuent totalement. Alors, je voudrais juste revenir. Quand on parle de droit de l'enfant, nous savons tous, souvent selon le code de l'enfant, le code international de l'enfant, on parle de droit à la vie, on parle de droit à l'éducation, droit aux soins, droit à la protection, etc., etc. Alors, moi, je voudrais juste qu'on aligne les devoirs sur ça, pour faire un exercice simple. Pour voir, parce que tout à l'heure, quand on parlait, on a parlé de l'enfant qui est un être en miniature, immature, qui doit apprendre à vivre. Et donc, dans son apprentissage, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on va lui apprendre. Est-ce que c'est ça son devoir? Ou bien, ce qu'il doit faire pour son propre développement qui est son devoir? Je ne sais pas si on se comprend. Je parle de... je prends par exemple le droit à l'éducation. Mon enfant a droit d'aller à l'école. C'est son droit. Donc moi, je vais l'aider à accomplir ce droit, ou je vais accomplir ce droit pour lui en l'inscrivant à l'école. Son devoir dans ça, c'est quoi? C'est d'apprendre quand il sera à l'école. Donc l'enfant doit pouvoir apprendre. Et il faut qu'on lui enseigne. Je ne sais pas si... Donc, lui, on l'inscrit, on l'enseigne, on lui apprend, et lui, il doit apprendre. Il doit pouvoir apprendre et poser des questions, comprendre. C'est là son devoir. Donc, si on est... C'est que le droit, c'est de l'inscrire. Le droit pour lui, il a le droit d'être... Il ne peut pas se lever et dire, je vais aller à l'école, m'inscrire à l'école. Il faut que d'abord l'infrastructure existe, que l'enseignant soit formé, tout ça en vue de réaliser ce droit à l'éducation de l'enfant. Maintenant, quand l'enfant a été, son parent suffisamment éclairé, l'a envoyé à l'école, a fait un acte de naissance pour lui, aller l'inscrire, à payer les fournitures, il faut que l'enfant puisse écouter en classe. Ça, c'est son devoir, ça. Il a le devoir d'être attentif, d'écouter. Il a le devoir de venir apprendre ce qu'on lui a enseigné là, de venir apprendre les leçons. Il a le devoir de poser des questions quand il ne comprend pas. Donc, quand on est aligné comme ça, on sait tout de suite ce qui est droit et ce qui est devoir de l'enfant. Souvent, comme on le dit, nous, adultes, on mélange certaines tâches qui devaient revenir aux adultes ou suivant un certain âge, parce qu'on a envie, souvent nous-mêmes, biaisés par notre, j'ai envie de dire, nos préoccupations, on délègue un peu tôt certaines tâches aux enfants, mais c'est là que ça devient un peu compliqué, parce que il faut apprendre à l'enfant suivant son rythme, suivant son âge. Donc, les droits, les devoirs de l'enfant doivent être alignés suivant son rythme de développement, suivant son étape de développement, mais aussi suivant son âge. Et quand je parle d'âge ici, j'ai envie surtout de mettre l'accent sur l'âge psychologique de l'enfant. Il faut s'atteler à travailler à la maturation, j'ai envie de dire psychologique de notre enfant, plutôt qu'à le conduire suivant ses traits physiques. Parce qu'il est appelé à composer. J'ai envie de dire, c'est le futur adulte, comme l'a dit le coach Suffigens tout à l'heure. C'est un adulte en devenir. Donc, quel genre d'adulte on veut former? Quel genre d'adulte on va amener? Et donc, c'est là qu'il faut faire le travail pour qu'il sache tout de suite. Parce que ce qui est son droit, il attend ça de nous. Mais ce qui est son devoir, il faut qu'il en prenne conscience, qu'il le sache. Parce que c'est lui qui va le faire. Et donc, qu'il ne le fasse pas comme une contrainte, mais qu'il sache qu'il ne le fasse pas comme une corvée, mais qu'il sache que je dois le faire pour mon propre équilibre, pour mon propre épanouissement, pour mon propre bien, parce que j'en ai besoin. Et ça, il faut le lui enseigner de façon, j'ai envie de dire, équilibrée, en suivant ses étapes de développement, en suivant son équilibre, en suivant. Et c'est là que la tâche devient assez difficile pour nous adultes. Pour nous adultes.
Fulgence, dans sa prise de parole, André dit que c'est à ce niveau-là que parents pêchent. Ici, on veut travailler, amener en tout cas, savoir concilier justement ces deux terminologies, droit et devoir, pour l'éducation d'un enfant. Est-ce que vous voyez également, aussi comme André, qu'à ce niveau-là, il y a tellement de péchés commis par les parents? Si oui, comment? Oui, le péché est dans la méthode. Parce que être parent, c'est une responsabilité. Mais cette responsabilité qu'on n'apprend pas demande quand même qu'on ait un certain nombre de disponibilité et de profil. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, on pense qu'être parent, c'est avoir l'âge et pouvoir faire féconder les spermatozoïdes. Ça ne suffit pas, ça c'est clair. Parce qu'on a après la responsabilité d'accompagner nos enfants dans ce processus de socialisation dont je parlais. Alors, quand vous dites droit et devoir, il y a une notion très importante, la notion de responsabilité et d'action. Monsieur Aliho nous parlait tout à l'heure de quand on dit droit à l'éducation, les enfants ont une responsabilité dans ce droit-là. C'est pourquoi nous, dans notre méthode d'accompagner les parents dans une parentalité efficace, nous parlons des chartes de valeurs et des responsabilités. Quand vous dites le droit à l'éducation, la charte des valeurs et des responsabilités appelle l'enfant à l'action dans ce droit qu'il a et qu'il jouit. La charte des valeurs, c'est quoi? Quand on dit droit à l'éducation, on peut développer comme valeur à l'école d'être présent, d'être attentif. On parle de charte des valeurs et des responsabilités. Et comme responsabilité, par exemple, d'apprendre ses leçons. Donc, dans chaque droit, nous parlons de quelle est cette charte des valeurs, quelles sont les valeurs que les enfants doivent s'approprier et quelles sont les responsabilités qu'ils doivent développer. Et je vous assure, ça s'écrit et ça se fait. C'est vrai, ce n'est pas dans tous les droits qu'on met que chaque famille a le devoir d'avoir cette charte-là. Mais il y a quand même de ces droits où on écrit, on met, on affiche dans l'environnement familial les valeurs y afférentes et les responsabilités. Je donne un exemple, on a parlé par exemple de l'éducation, on parle par exemple de droit peut-être à la santé, mais l'enfant a une responsabilité si parfois il ne met pas par exemple le moustiquaire, c'est vrai, il y a une responsabilité pour les parents de passer dans les champs pour voir si on a mis le moustiquaire. Mais cette responsabilité qui a une prédisposition si l'enfant le fait, le parent viendra ajuster. Donc, dans cette notion de droits et devoirs, il est important de s'asseoir et pour ce qui est majeur en termes de droits, de voir quelles sont les valeurs que les enfants doivent s'approprier et quelles sont leurs responsabilités. Et ça s'affiche, il ne faut pas le dire. On sait, je donne un exemple au-delà de droit, dans l'éducation, il y a aussi l'éducation à la maison, les valeurs. Ici, on n'insulte pas. Ici, on ne ment pas. On met ça, ça fait des valeurs de cette famille. On ne ment pas. On n'insulte pas. Et sûr que les parents ne vont pas se piéger avec... ah oui, il ne faudrait pas dire à quelqu'un de mentir, dire à l'enfant après, je ne suis pas à la maison. Ni me dans mon c'est très important. Ou bien dire que je dors. Parce qu'en le mettant, c'est aussi un piège pour nos parents de nous approprier ces valeurs et de tout faire pour ne pas mettre en difficulté ces valeurs. Parce que tout ce que l'enfant va entendre, il y adhère. Et quand vous mettez ces valeurs et que vous êtes les toutes premières personnes à les violer violemment, ce n'est plus une valeur. Vous donnez le droit à l'enfant de faire ça. Parce que tout ce que les parents font, c'est un quitus qu'ils donnent à leur enfant de les réaliser. Donc c'est bon et c'est très bon d'avoir cette charte, mais c'est aussi indispensable pour nous les parents de travailler à ne pas les violer. Donc avant de mettre une valeur, il faut être sûr que nous parents, on incarne ces valeurs. Et si on ne l'incarne pas, c'est qu'on va travailler à l'incarner. Parce que les enfants, je vous assure, nous observent, ils sont hyper intelligents et parfois ils nous observent dans notre capacité à enfreindre cette loi-là. Donc nous parlons de valeurs, de charte des valeurs des responsabilités pour chaque droit, pour permettre aux enfants, parce que nous parlons des enfants, ils n'ont pas encore atteint tout ce niveau d'appréhender les choses dans tous les sens. Donc c'est pour cela que quand on affiche, ils sauront exactement ce que ça dit et la responsabilité que ça demande à chaque niveau. On ne mettait pas tous les droits, mais il y a de ces droits-là, au minima, que chaque parent peut mettre dans sa maison. On ne ment pas, on ne vole pas. Voici les valeurs, les responsabilités. J'ai la responsabilité peut-être de balayer chaque matin. C'est aussi de la propreté. Je contribue à une sorte de propriété de l'environnement. Donc, moi, je dis souvent aux parents que les enfants sachent ou pas d'avoir cette charte. Et ça nous permet de les évaluer à la fin de chaque année, parce que n'oublions pas que nous parlons de programme d'action familiale qui englobe tout.
Donc, quand on y met cette charte des valeurs et des responsabilités, c'est qu'on pourra faire un point pour voir à quel niveau chacun est. Je donne un exemple. Moi, il m'est arrivé de dire, et cette année, entre autres, quand l'enfant se lève, c'est que chacun doit bien faire son lit. Et à la fin, on a évalué. Et tenez-vous tranquille, il m'arrive, quand les enfants partent à l'école, de passer faire le lit pour leur montrer le faire, parce qu'ils n'ont pas tout le temps. Et quand ils viennent le soir, parfois, ils disent tel fait le matin, tel fait le soir, tel n'a pas fait le matin. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour accompagner. Nous parlons des enfants. Donc, il faut les accompagner. Le parent doit savoir apporter aussi sa pierre à l'édifice pour montrer que c'est faisable et amener les enfants à y adhérer. C'est une très bonne chose ce que nous disons, mais ça demande beaucoup d'action et il faut s'y préparer pour. Coach Aurore Dosuyovo, sur ce plateau, droit et devoir pour une bonne éducation des enfants. La question ici, c'est comment concilier ces deux. Il faudrait déjà, c'est vrai, comme le coach le disait, il faudrait vraiment que le parent déjà ait des valeurs afin de faire passer ces valeurs-là, cette éducation aux enfants. De toute façon, on voit généralement, la Bible dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, ça fait une responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Mais il y a des parents qui ne se voient pas responsables d'éduquer les enfants en tant que tels. Ils laissent, c'est comme le taux de cybercriminalité aujourd'hui qui est en train de monter. On voit des parents qui voient leurs enfants acheter des motos quand même chères. Et bon, ils ne se voient pas dans cette responsabilité d'éduquer l'enfant, de lui dire non. Quand tu es à tel niveau, tu ne travailles pas, tu ne dois pas avoir tel montant à ta disposition. Mais ils se disent, bon, c'est pas grave. Et ça fait que les enfants partent à la dérive sous les regards des parents. Et aujourd'hui, c'est vrai, la criette, aujourd'hui, il récupère et les parents et les enfants parce que la criette trouve que oui, c'est la faute quelque part aux parents. Donc, les parents doivent se voir réellement dans cette responsabilité vis-à-vis de l'enfant, d'éduquer les enfants selon les valeurs quand même. On ne doit pas voler, on doit travailler pour mériter un salaire, on ne doit pas aller devenir riche en escroquant quelqu'un. Et ça fait que des langages qui sont tenus dans la maison amènent les enfants à savoir de quel bord ils vont aller. Parce que si on donne toutes ces éducations-là et puis le parent a un langage qui ne va pas dans le même sens, certainement l'enfant apprend rapidement par ce qu'on fait, plus que par ce qu'on dit. Et généralement, nos enfants aujourd'hui écoutent beaucoup et deviennent nos juges à des moments donnés et puis sont prêts à te répéter exactement ce que tu as dit de faux. Ils disent, voilà papa, la dernière fois tu avais quand même dit ça. Hein. Ou bien les enfants, des fois, tu les tapes et puis après, ils te demandent, mais pourquoi tu m'as tapé? Parce que les enfants d'aujourd'hui sont un peu complexes. Nous, on nous tapait, bon, on n'avait pas le droit de demander pourquoi on t'a tapé après. Mais les enfants de maintenant, quand on les tape, ils font le bilan. Quoi. Ils veulent voir, ils veulent comprendre, pour voir si tu n'es pas méchant quelque part. Et ils disent, oui, papa, tu es méchant. Donc, bon, dans les familles où il y a quand même l'interaction, on arrive à dire. Dans d'autres familles, les enfants ne le disent pas, mais ils gardent. Et ça fait des rancœurs qui demeurent en eux parce qu'ils trouvent que non, on a été injuste envers moi, je ne peux pas le dire. Et ça rumine et ça grandit avec. Donc, les parents, quand même, ont cette responsabilité vis-à-vis des jeunes créatures qui sont avec eux, de les apprendre à bien faire, comme de les amener à intégrer leurs devoirs comme leurs droits, parce que les deux s'équilibrent en réalité. Intégrer à l'enfant son devoir et son droit, lui expliquer pourquoi il ne doit pas faire telle chose ou telle, pourquoi tu dois étudier. Il faut pouvoir prendre le temps d'enseigner parce que des fois, les choses sont devenues trop tabous. Tu dois le faire, point. Et quand c'est comme ça, l'enfant n'intègre pas. Mais quand on prend un peu le temps pour expliquer à l'enfant, tu dois le faire à cause de telle chose vis-à-vis de ton avenir, par exemple. L'enfant même s'approprie ce devoir-là et le fait avec amour. Parce que si les choses sont faites un peu plus durement, l'enfant n'intègre pas, l'enfant rejette. C'est vrai qu'il ne faut pas être trop amour aussi, hein, il faut être dur. En même temps, il faut être flexible. Il faut être les deux à la fois, pas les deux extrêmes. L'extrémité, c'est pas intéressant pour un enfant. Mais il faut avoir les deux pour pouvoir intégrer dans la vie de l'enfant quand même une bonne éducation. Voilà. Alors, et dans ce développement que nous donnons ici, quelle doit être, en un premier temps, avant d'aborder d'autres points de la chose, la place du dialogue, justement, pour atteindre cet objectif dont nous parlons sur ce plateau, André Alejón? Le dialogue a une place primordiale. Le dialogue, tout passe d'abord par le dialogue. Le dialogue, non seulement de façon verbale, mais aussi de façon non verbale. Et les uns les autres l'ont dit déjà. Oui.
en termes de place de l'enfant, c'est qu'il y a une place que vous lui donnez, il y a une place qu'il s'arrache ou qu'il arrache, que vous le vouliez ou non. Et au finish, c'est la place qu'il s'est donnée lui qui sera sa place dans le foyer ou dans la famille. Et donc, sa position dépendra de l'environnement que vous aurez créé autour de lui pour qu'il puisse se positionner. Et donc, quand vous n'instaurez pas le dialogue, quand vous n'apprenez pas, parce que dans le dialogue, vous posez des questions, vous allez chercher, vous expliquez, vous allez chercher le pourquoi du comment. Et l'enfant arrive à comprendre pourquoi ceci a été cela, pourquoi cela a été ceci. Et il a la possibilité de comprendre même sans demander. Et c'est là que c'est important de pouvoir expliquer les choses. Souvent, on dit il vaut mieux expliquer que d'imposer. Surtout pour les enfants, parce que vous n'allez pas pouvoir tout expliquer dans sa vie. Vous n'allez pas pouvoir tout imposer. Et à force d'imposer, l'enfant finira par s'adapter. J'attends que maman dise, j'attends que papa dise. Et là, on l'a dit tout à l'heure, très intelligents qu'ils sont, vous allez poser une acte, il va dire, mais hier tu avais dit que c'est comme ça, on fait ça. Mais aujourd'hui, tu fais le contraire. Et tu vas justifier comme quoi non, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même situation. Donc, il va attendre chaque fois que tu puisses donner la subtilité pour que lui puisse s'adapter, mais tu ne lui donnes pas les armes pour. Ce que je dis en simple, c'est que quand on prend le droit à la santé, par exemple, c'est un droit. Donc, entre autres droits, l'enfant, s'il est malade, je vais le soigner. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je vais lui apprendre à être propre. Et dans ça, par exemple, je lui dis, il faut balayer ta chambre. Le coach Fulgence a dit, il faut dresser ton lit, il faut ranger tes habits, il faut. Tout ça là, pourquoi il le fait? Mais quand tu le fais comme c'est papa qui dit, c'est maman qui dit, il faut balayer ma maison pour moi, il faut ranger ton lit, il ne voit pas d'importance. Mais il range son lit, il balaye sa chambre parce que quand c'est propre, il n'est pas malade. Là, c'est ça l'intéresse lui. C'est pour lui qu'il balaye, il ne balaye pas pour toi. Même si en balayant pour lui, il balaye ta maison, c'est lui qui le fait pour lui d'abord. Mais quand tu viens lui présenter ça comme, parce que je parle en même temps de notre dialogue, mais quand tu viens lui dire en même temps, tu sais comment j'ai souffert pour avoir cette maison, tu vois les carreaux, il faut que ça brille. C'est pour toi qui veux le faire, il n'est pas ton esclave. Donc là, tu l'amènes à se rebeller quelque part. Mais fais-le pour ta santé. Il va le faire pour lui, mais tu tiens ton compte. Et là, c'est tout un travail, comme on l'a dit, de clairvoyance, mais aussi de maturité de la part des adultes. Donc, le dialogue nous amène à nous mettre à découvert. Parce que dans le dialogue, tu donnes l'autorisation à l'enfant de te questionner, d'aller chercher ce que peut-être tu n'as pas vu. Et là, dans le dialogue, tu dois te mettre à son niveau. Si tu te mets au-dessus, tu vas le prendre de haut. Il est obligé de lever la tête pour te voir. Donc, pour pouvoir dialoguer avec l'enfant, si ton enfant a 6 ans, tu dois retourner à tes 6 ans pour pouvoir le comprendre, te mettre à son niveau. Et si tu veux lui enseigner quelque chose, avec ta maturité, tu vas te lever, mais de façon, j'ai envie de dire, invisible, pour pouvoir lui dire, vu ma maturité. Et comme ça, il comprend, il adhère. Mais si tu veux toujours tout montrer, en tant que parent de la quarantaine à un enfant de 7 ans, vous ne parlez pas le même langage. C'est là que le dialogue, pour certains, devient difficile. Parce que comment chaque fois descendre à ce niveau pour pouvoir d'abord faire ce travail, pour me mettre au niveau de l'enfant, pour lui expliquer les choses qu'il comprenne, pour pouvoir bien s'élever. Non, je lui parle selon moi, mon niveau. À lui de comprendre, parce qu'il viendra là. Donc, en attendant qu'il vienne là, et c'est là l'erreur. Parce que quand l'enfant sera là, ce ne sera pas là à ton niveau, en ton temps. Il sera là à 30 ans, à 25 ans, en son temps. L'environnement aurait changé. Quand j'étais étudiant, il n'y avait pas aussi autant de... À peine il y a 20 ans là, on n'avait pas autant d'essor informatique et tout ça là. Et on nous disait c'est l'informatique l'avenir. Il faut aller dans l'informatique, il faut aller dans l'informatique. Qu'est-ce que vous foutez en psychologie? Aujourd'hui, l'informatique est totalement dépassée. Ceux qui l'ont fait dans le temps, les ateliers, à peine ils arrivent même à trouver l'ordinateur à souffler ou à réparer. Mais pour dire, l'environnement change à une vitesse éclair.
Donc, il faut apprendre plutôt à l'enfant à avoir des valeurs, à savoir qui il est, à aller découvrir son potentiel et surtout à rester flexible et adaptable pour lui permettre d'évoluer avec son environnement. Avant sur ce plateau, tout à l'heure, on disait qu'il faut être dur, il faut être affable, genre, il faut rester juste au beau milieu. Comment il faut vraiment travailler à maintenir l'équilibre-là pour pouvoir transmettre ces valeurs fondamentales aux enfants pour une éducation réussie? Oui, avant d'y revenir, M. Alihonou disait quelque chose de très pertinent. La notion de dialogue est au cœur de l'éducation. Bien sûr, on a revenu sur oui, le dialogue, c'est deux choses. C'est d'abord apprendre à écouter pour que nos enfants nous parlent et parler après pour que nos enfants nous écoutent. Il faut apprendre à écouter. Pour que nos enfants nous parlent et après leur parler afin qu'ils nous écoutent. Au milieu de ces deux équations, il y a une chose primordiale, créer un lien. Maintenez-vous tranquille. Ce lien se crée très tôt. Quand l'enfant a 2 ans, il ne commence pas à parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez, vous posez 1001 questions. C'est là que ça commence. Parce que dans ces 1001 questions, il faut apprendre à écouter pour que l'enfant vous parle. Pour que plus tard, le lien se crée et vous allez lui parler et il va vous écouter. Quand l'enfant commence pas à parler, papa, tu rentres, tu sais, telle chose est passée ici, telle est passée. Alors que toi, tu es fatigué. Mais tu dois apprendre à te calmer pour l'écouter, pour créer ce lien dont toi, tu auras besoin plus tard pour lui apprendre les valeurs, lui inculquer les valeurs. Mais si très tôt, il te parle, tu dis vraiment, ma chérie, tu es fatigué, va dire ça à maman. Tu es en train de créer un lien entre l'enfant et maman. Ne vous inquiétez pas qu'après, que ce soit maman qui parle et que l'enfant écoute, ou bien que ce soit la petite soeur, bien la petite tante qui parle et l'enfant écoute. Parce que vous avez raté le coche du lien. Mais quand on crée bien le lien, plus tard, quand vous parlez, l'enfant écoute. Parce qu'en tant quand l'enfant parlait, tu l'écoutais. Parce que maintenant, il y a un lien. Ah, papa veut me parler. Papa veut me dire quoi? Mais si avant, je veux parler à papa, papa ne m'écoute pas, je vais zapper papa. Et j'irai toujours chez maman ou chez la tante. D'où la notion du dialogue. Écouter pour que nos enfants nous parlent. Puis parler pour que nos enfants nous écoutent, mais créer un lien. C'est primordial et c'est fondamental. Il ne faut pas que les parents ratent ce coach, parce qu'après, quand l'enfant est à l'adolescent, on veut tout dire. L'enfant ne va pas vous écouter, il n'y a pas le lien. L'enfant ira écouter la personne qui lui avait créé le lien, qui l'écoutait avant. Et c'est là on dit, ah, quand moi je parle, tu n'écoutes pas. Non, c'est ça, maman, quand il parle, il écoute. Non, c'est la maman qui était là. Donc j'attire l'attention des parents sur cette nécessité de créer très tôt le lien en écoutant les enfants, malgré tout ce qu'ils nous racontent. J'avoue que tout ce qu'ils disent n'est pas toujours juste, parce que nous, on les regarde, on les écoute avec l'œil et les oreilles de quelqu'un qui a 30, 40, 50 ans. Alors qu'eux, ils ont. Donc, il faut les écouter pour dire, vraiment, tu as dit la vérité. Hein. On sait très bien, mais on crée ainsi le lien. Et c'est extrêmement primordial. C'est très important. Vous voulez compléter? Oui. Je vais juste renchérir un peu la question du lien. Je vais aller plus bas. Parce qu'on parle de la théorie de l'attachement. Oui. 2 ans, c'est l'expression. Quand il a déjà la parole, là, il peut exprimer son lien. Mais l'attachement se fait déjà dès le ventre de la mère. Vous avez engrossé une dame et vous fuyez votre responsabilité. Demain, ne soyez pas surpris que l'enfant là ne vous reconnaisse en rien comme père ou papa. Et donc, l'enfant, dès qu'il naît, il y a déjà un attachement entre maman, lui et le père. Le père biologique, bien sûr, le papa biologique. Et donc, ce lien d'attachement, cet attachement-là se fait déjà en ce moment. Quand l'enfant revient, quand vous revenez, même à 3 mois, à 6 mois, l'enfant vous reconnaît, il reconnaît votre voix. Et il entend, il sait que c'est vous. Il y a déjà cet attachement. Maintenant, comme il a dit, à 2 ans, ça va s'exprimer. Il est impatient que papa revienne, que je lui raconte si. Il est impatient que maman revienne, que je lui raconte. Et c'est là qu'il faut écouter ce que le coach vient de dire tout à l'heure. Il faut éviter de renvoyer, parce que là, vous êtes en train de renvoyer votre responsabilité ou votre reconnaissance. La reconnaissance, le pouvoir que l'enfant vous donne, vous êtes en train de vous défaire de ce pouvoir comme ça. À force de lui dire, va voir tel, il finira par comprendre que chez vous, là, il n'y a rien. Il va s'attacher. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément. Alors, c'est comment concilier justement, hein, comment travailler pour maintenir l'équilibre justement entre dur et affable. Tout à l'heure, c'était la question que je vous posais, Flégis. Oui. D'abord, vous savez, il faut faire une éducation basée sur l'explication. C'est-à-dire, les enfants, ils ont besoin qu'on leur dise, tu viens de fermer la porte avec un grand bruit. Tu sais, on ne le fait pas parce que, en le faisant, tu gênes ton frère qui dort. Lorsqu'on commence par poser les valeurs, l'enfant sait pourquoi peut-être il sera puni plus tard, pas nécessairement frappé.
Quand bien même on dit qu'on ne fera pas, on est moi je n'aime pas mentir aux gens. Je pense qu'on peut dans une certaine mesure trouver des méthodes pour punir ou taper sans utiliser un outil. Je n'aime pas mentir à moi-même. Je ne vais pas mentir aux éditeurs. Vous savez comment je fonctionne. Donc, il faut commencer par mettre les garde-fous, les valeurs, pour montrer à l'enfant plus tard qu'il a été puni parce que il y a une règle, il y a une valeur qui a été violée. Et que, on le lui a dit plusieurs fois, mais pour comprendre, il faut passer à une vitesse supérieure. Donc, je tiens à ce que, il faut commencer par mettre les valeurs, mais avant ça, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut expliquer. Il faut trouver le temps de dire, attention, tu as fait ceci, parce qu'en le faisant, tu fais ceci, voilà. Tu es rentré, tu n'as pas fermé le portail, ce n'est pas bon parce que. Mais ne pas le faire punir l'enfant, ça ne répond à rien. Parce que quand on commence par expliquer chaque chose aux enfants, ils comprennent d'abord ce qu'ils viennent de mal faire et peut-être ils peuvent prendre la résolution de bien faire, même sans les punir. Mais quand on ne le fait pas, on punit parfois l'enfant dit mais qu'est-ce que je viens de faire? Surtout nos enfants, ils vous disent, hein, papa, qu'est-ce que tu dit? Pourquoi j'étais frappé? Pourquoi j'étais s'ils savaient, ils n'allaient pas faire. Le faire. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis qu'être parent, c'est une responsabilité. Et on a besoin de connaître le processus de socialisation des enfants. Quand un enfant, on a parlé tout à l'heure, quand l'enfant est dans le ventre, quand l'enfant sort, il faut connaître tout ceci. L'enfant va à la rencontre de ceci, de ceci. Si, parent, tu ne connais pas, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire à l'étape là. Tu vas subir l'éducation. Alors qu'il faut vraiment comprendre. Donc, j'invite quand même les parents, pour concilier ces deux facettes que nous avons en nous, il faut apprendre d'abord à parler, à expliquer. Et quand l'enfant est puni, c'est qu'il est puni parce qu'on le lui a expliqué et qu'il a fait la même chose plusieurs fois et qu'on pourrait passer à une vitesse supérieure de punition. Là, il comprend tout. Il comprend le mécanisme. Sinon, il va vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a que le parent qui comprend ce que l'enfant a fait. L'enfant ne comprend pas, ça pose un problème. Voilà. Est-ce que manque de responsabilité d'un parent, c'est-à-dire ce qu'il doit faire, il ne le fait pas, peut lui faire perdre la vraie valeur justement pour être en mesure de donner des exemples, en tout cas d'éduquer un enfant en matière de ce qui fait ses droits? Coach Aurore. Évidemment, lorsque le parent très tôt a manqué de responsabilité vis-à-vis de l'enfant, parce que enfin, les parents à un moment donné disent qu'ils n'ont pas aussi reçu cette forme d'éducation-là, parce que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, si on va dans la génération un peu avant nous, nos pères ne nous devaient rien, ne devraient rien expliquer, ni nos mères. Et quand on leur posait la question, ils disaient que non, bon, personne ne me l'avait dit. Donc, du coup, le parent aujourd'hui doit être rééduqué à être un parent pour que, à un moment donné, qu'il ne perde pas sa responsabilité vis-à-vis de son enfant. Parce que si, à un moment donné, l'écolage, l'enfant va à l'école, on ne lui a pas donné l'argent de déjeuner, on ne l'a pas suivi et rien, mais on l'a seulement déposé à l'école. À un moment donné, c'est l'enfant même qui s'est débrouillé pour arriver à un niveau donné. Et les parents, à un âge plus avancé, vont dire, mais l'enfant là ne me fait plus rien, ne me salue pas, il ne demande pas d'après moi. Alors cet enfant en lui-même s'est dit, quand j'étais enfant, il ne s'occupait pas de moi, il m'achetait même pas des tenues, ainsi de suite. Donc, les parents ont cette responsabilité-là d'éduquer ou de donner le droit ou le devoir, d'apprendre le droit et le devoir à leurs enfants pour pouvoir en bénéficier plus tard, pour qu'il n'y ait pas cette séparation-là qu'on observe dans la société, ce vide où les enfants vont jusqu'à dire à leurs parents que ce n'est pas leur père ou ce n'est pas leur mère, alors que ces derniers sont en vie. Et ça fait très mal quand c'est à l'âge adulte que les parents découvrent ces genres de choses. Et ils se fâchent et ils se plaignent maintenant partout. Voilà, tel enfant n'est pas éduqué. Et c'est là où on dit qu'il n'est pas éduqué. Alors, qui devrait l'éduquer si ce n'est le parent? Parce que c'est ce qu'on sème souvent, qu'on finit par récolter. Et ce qu'on a semé, soit si c'est bon dans la vie de l'enfant ou si c'est mal dans la vie de l'enfant, on doit pouvoir le récolter. Et puis aussi, il y a le fait que nos enfants grandissent au fur et à mesure qu'on est là. C'est-à-dire, un enfant à l'étape de 2 ans est différent d'un enfant à l'étape de 18 ans ou 19 ans. Et lorsque l'enfant prend un peu plus de taille que ses parents, des fois, on ne le voit plus comme un enfant, alors qu'en réalité, il y a un adage qui dit que l'arbre de, je crois, Gombo ne dépasse pas la taille de celui qui l'a mis en terre. Peu importe, parce que quand on met le Gombo en terre, ça pousse et ça prend la taille. Mais celui-là qui l'a mis en terre dans son champ trouvera normalement le moyen
de le ramener puis pouvoir le cueillir. Donc, les parents doivent avoir cette manière de faire vis-à-vis des enfants qui ont grandi déjà pour continuer à les éduquer, à les redresser et trouver l'astuce ou la manière pour parler à ces enfants qui sont déjà grands, différemment des enfants qui sont encore un peu plus jeunes. Parce qu'on ne peut pas parler de la même manière à ces deux catégories d'enfants. Soit ils vont dire, voilà, tu me traites comme un enfant, alors qu'en réalité, ils sont toujours des enfants. Mais bon, ils veulent qu'on les traite comme des grands. Et aussi, ce qu'on fait en tant que parents, généralement, on oublie qu'on a été enfant. Et on veut que les enfants soient droits subitement. Et il faut revenir en arrière dans sa pensée pour se demander à tel âge, est-ce que moi-même j'étais si docile pour réclamer que mes enfants soient plus dociles. Et ça permet aux parents d'être flexibles un peu avec, parce que les parents là, de dire, allez demander à mes parents, ils sont encore en vie. Quand j'avais ton âge, j'étais droit. Si tu étais aussi droit que ça. Donc, revenez en tant que parent. Le parent doit revenir en lui-même pour voir à tel âge, certainement, il n'a pas été si droit. Donc, comment faire pour reproduire un mieux que lui? Et ce n'est que dans les dialogues, ce n'est que dans la manière d'éduquer pour qu'après, que cet enfant prenne mieux le parent, que le parent actuel prend son parent à son tour pour que ça soit amélioré, pour que l'éducation soit améliorée de jour en jour. C'est vrai qu'il y a l'Internet aujourd'hui qui s'immisce en tant que parent aussi dans le jeu, parce que les enfants aujourd'hui vont sur le net, ce qu'on leur a pas dit, ce qu'on leur a pas appris, ils apprennent. Et c'est là où on voit les enfants insulter les hommes d'État, par exemple, sur le net. C'est pas intéressant, mais on voit beaucoup plus la jeunesse aujourd'hui mettre du n'importe quoi sur les réseaux. Ça déteint la communauté et c'est maintenant l'État qui poursuit pour pouvoir redresser. Tout ça, là, ça va dans le cadre de l'éducation aussi. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes sur la commune. On parle aujourd'hui de l'enfant dans le foyer, des devoirs, mais c'est également des droits. C'est de cela il est question ici. Si vous venez peut-être de nous rejoindre, sachez tout simplement que c'est ce débat qui est en cours ici, afin d'apporter un plus à vos préacquis en matière de connaissance de notions qu'il faut pour être un bon parent. Oui, un parent pas comme tous les autres parents. André Alikhonou, les principaux droits de l'enfant, maintenant nous allons en parler sur ce plateau. Quels sont les principaux droits d'un enfant qu'il faut faire l'effort de lui faire comprendre dans le foyer? Les droits, je crois qu'on les connaît. On en parle principalement de 5. On parle de droit à la vie, oui. On parle de droit à l'éducation, on parle de droit à la santé, on parle de droit à la protection, on parle de droit à un toit. Ça va faire partie du droit à la protection, je crois. Le droit à la sécurité, à l'alimentation. Et donc, pour tout parent, je pense que quelle que soit la forme du parent, on ne va pas dédouaner quelqu'un ici pour dire il n'a pas les moyens. Tu peux au moins permettre à ton enfant d'aller à l'école. L'école aujourd'hui est gratuite. Tu peux au moins permettre à ton enfant d'avoir où coucher. Tu peux permettre à ton enfant de pouvoir s'habiller. On ne parle pas d'aller acheter des habits de luxe, mais au moins être vêtu, couvrir son corps. Avoir des sandales, avoir un short, un t-shirt. Tu peux permettre à ton enfant de pouvoir manger, même si c'est une fois par jour. Donc, tu dois pouvoir faire ça. Et ça, c'est pas à négocier. C'est pas que l'enfant va commander ça chez toi. Et c'est pas comme si en faisant ça, tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire à ton enfant. Quelque chose de divin au point où c'est un arbre fruitier que tu as planté et donc chaque goutte d'eau que tu ajoutes, tu espères que l'arbre dans telle saison va me donner tel fruit, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas négociable. C'est pas parce que tu as mis l'enfant à l'école, qu'il est allé à l'école, qu'il a réussi à l'école que son premier salaire c'est à toi qu'il le doit. C'est pas parce que tu as pris soin de lui, tu l'as habillé, tu l'as bien lavé, tu as acheté l'eau pour qu'il se lave, tu l'as soigné, que aujourd'hui quand il va aller trouver une femme, il faut qu'il te le ramène pour que toi tu puisses décider de si cette femme est bonne pour lui ou pas. C'est pas parce que tu lui as donné à manger assis à ça que donc il faudrait que parents, on sache que ça là, c'est pas des choses négociables en fait. Il faut le faire pour que l'enfant puisse bien vivre et grandir. Merci beaucoup. À vous, parce qu'on me dit que le temps qui nous est imparti, mais ça fait mal. La façon, ça va vite. Là. Dans quelle mesure l'apprentissage des devoirs, justement, au foyer, est-il essentiel? Oui, c'est essentiel parce que je parlerai de, même si ce n'est pas le mot, lorsque vous avez des droits, c'est que vous avez des devoirs. C'est une sorte de redevabilité, vous voyez. Donc, c'est essentiel. Lorsque vous jouissez des droits,
que vous soyez apte à avoir des devoirs d'obéissance, de respect. C'est beaucoup plus en termes de valeur. Donc, il faut apprendre ça aux enfants pour qu'ils sachent. Parce que plus grands, eux aussi, ils vont se retrouver à notre place. Hein. Nous aussi, il y a quelques années, on était enfants aussi. Il faut qu'ils comprennent que quand même qu'ils ont aussi des devoirs. Et la preuve, ils prennent le petit déjeuner, ils ont aussi le devoir de rendre propre la maison pour nous accompagner, balayer, faire tous ces travaux-là. Donc, ça fait partie de leur devoir. Le devoir, c'est de travailler à l'école aussi. Oui, comme je dis souvent, là, vous êtes des fonctionnaires élèves. Et on vous envoie à l'école, on vous donne tout. Mais votre responsabilité, votre devoir, c'est de travailler, de donner le meilleur de vous. Mais on ne dit pas, il y en a qui peuvent être premiers, mais au moins, il faut être moyen. Donc, voilà aussi. Au fait, il faut le leur aussi enseigner pour que, parce qu'il y en a qui sont dans les devoirs, mais ils ne savent pas que, attention, c'est un devoir. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de charte de valeur de responsabilité pour que l'enfant puisse savoir que je te donne le pays de génie, mais il faut que tu travailles à l'école. C'est cette manière aussi de montrer comment que tu es en action et que, opposé au droit, tu as aussi tes devoirs que tu remplis avec force et responsabilité. Et puis, ça fait du bien aux parents. Aussi, et toi aussi, parce que lorsqu'on remplit aussi ces devoirs, on est aussi épanoui. Voilà. Oui, et toute la famille est heureuse et vit dans la joie. Voilà. Et ça va bien. Alors, Coach Rodossiovo, je reviens à vous ici hein, pour parler, prendre de vous votre mot de conclusion directement comme ça, là, en abordant la question de dans quelle mesure l'apprentissage des devoirs à l'enfant au foyer est-il essentiel? Je vais dire simplement, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Cela est juste, et il dit que cela est suivi d'une, c'est la plus grande promesse, suivie d'une longévité. Et en même temps, on dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Je crois que ça résume le droit et le devoir des deux. Parce que les enfants ont le devoir d'obéir à leurs parents lorsque c'est bien. On a dit selon le Seigneur, lorsque c'est bien, parce que lorsqu'un père demande des choses qui ne sont pas bonnes à leurs enfants, les enfants ont le devoir aussi de juger pour voir si c'est bon ou pas. Et en même temps, le parent ne doit pas irriter ses enfants, c'est-à-dire pousser les enfants à bout pour les amener à faire ce qui n'est pas bien. Ça donnera l'équilibre à ses enfants pour pouvoir grandir dans un environnement adéquat pour devenir quand même un bon grand plus tard pour répéter cette éducation. Et toute éducation qu'on donne, droit, devoir à un enfant, ça permet aussi à l'enfant de savoir ce qui est bien dans la société et de le rendre un peu à ses parents. Parce qu'aujourd'hui, on est grand, mais c'est quelque part, c'est ce que nos parents quand même nous ont amené à comprendre plus tôt qui a fait de nous tel ou tel. Voilà. Maintenant, les enfants qui n'ont pas de parents, voilà, qui ont été orphelins très tôt, il y a des parents quand même dans les environnements auxquels ils doivent aussi obéir parce qu'il y a de ces enfants qui disent « tu n'es pas mon père ». Et c'est dur quand ils disent des choses comme ça. Quand quelqu'un se met en tant que père, même si c'est pas le géniteur, et pour éduquer un enfant, il faut que l'enfant aussi soit flexible pour écouter. Ça va l'aider dans sa croissance. Donc, les hommes qui sont autour, les femmes, en tout cas, les personnes qui sont autour de ces orphelins, n'abandonnons pas ces orphelins, mais apprenons aussi avec amour ce qui est bien à ces enfants pour qu'ils grandissent dans la société. Merci beaucoup à vous, Fulgence, pour conclure. Je vais conclure en disant que droits et devoirs, c'est deux faces d'une monnaie indispensable au bien-être familial. C'est ça. Et aussi, droit dans votre caméra. Et aussi indispensable pour le développement d'une nation. Donc, droits et devoirs, ça fait une monnaie indispensable au bien-être familial et indispensable au développement de la société. Tranquille, c'est bon. Allez, Ben, je dirais, hein, à la suite de Fulgence, oui. Disons-nous la vérité, c'est vraiment indispensable au bien-être non seulement familial, mais communautaire. Mais sachez tout simplement que les fonds disent donc, quelle que soit l'éducation que vous aurez donnée à votre enfant, sachez que demain, c'est lui qui sera votre adulte, c'est lui qui va vous guider. Donc, si vous voulez avoir un pays stable demain, des politiques responsables, c'est le lieu de bien former nos enfants pour qu'ils ne soient pas des balances, qu'ils ne soient pas des gens ambivalents, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas d'obéissance ou de respect. Je pense que ce sont des valeurs qui se cultivent très tôt. Voilà pourquoi ces sujets-là qui nous apprennent à vraiment nous conformer, à éduquer mieux nos enfants pour éviter que nos pays aillent dans des guerres inutiles. Merci à vous, André Alihonou. Voilà, vous auriez déjà tout dit, mesdames et messieurs, que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. L'éducation ne se résume pas seulement à la transmission
des savoirs académiques. Elle est avant tout un processus qui forge l'individu, développe son potentiel, lui apprend à vivre en société. Vous avez compris sur ce plateau de la Cour commune. Aujourd'hui, l'enfant dans le foyer, droit, des devoirs, mais aussi des droits. Nous en avons parlé avec André Alihonou, coach. André Alihonou, je l'ai dit, psychologue clinicien, attention, hein, lui, que vous voyez déjà à l'écran. Mesdames et messieurs, merci d'avoir préparé ici, André. Fulgence Awangono, c'est lui, coach, voilà, scolaire également, il contribue également au bien-être, au maintien de l'équilibre. Je l'avais dit à l'entame de mes propos, merci à vous d'être là aussi, Fulgence. Coach Aurore Dosiovo, elle est coach en développement personnel et leadership. Elle est là. Merci à vous aussi d'avoir pris par ici. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la Cour commune aujourd'hui. L'ensemble de l'équipe vous dit merci pour votre fidélité légendaire à nos programmes. www.etelebenin.com, c'est notre site internet. Chaîne YouTube, c'est Etele Bénin. Notre page Facebook, c'est Etele en direct. Compte X, Etele en live. Etele avec vous. Pour vous, restez toujours à notre compagnie car le mieux reste encore à venir. Au revoir.